avec l'Express, vous présente les médicamenteurs. Le médicament. Enfin un domaine où personne ne détrônera la France. Les Français sont-ils vraiment plus malades que le reste de l'humanité? Ou bien y a-t-il d'autres causes à cette boulimie? En voiture! Ce train à destination de Pharmacity desservira les gares de essais cliniques, autorisation de mise sur le marché, évaluation médicale, prix, marketing, effets secondaires. Attention à la marche! Le Médoc Express suivra l'itinéraire d'un médicament dans le système de santé. Quand le médicament paraît, la famille pharmaceutique s'agrandit. Passé l'émotion de la naissance, un brevet est vite déposé. Avec un R pour Registreude, un nouveau marché s'éveille. Car il a beau vendre de la santé, le secteur n'a rien d'une entreprise de charité. Il sauve des vies, c'est vrai. Mais dans industrie pharmaceutique, il y a industrie. Un médicament est un produit. L'arthrose, par exemple, représente un marché que le laboratoire Merck a voulu conquérir avec le Vioxx. Mais le 30 septembre 2004, 5 ans après son lancement, le laboratoire retire brutalement le Vioxx du marché. Le médicament provoque des effets secondaires graves, voire mortels. Martine Forlini avait mal au dos. Elle a ingurgité du Vioxx pendant 3 ans. Peu après le retrait, elle se retrouve à l'hôpital. J'ai fait un accident vasculaire. On s'en est pas rendu compte. J'en ai fait un autre en janvier 2005, le 16 janvier. J'en ai fait un troisième le 21 janvier 2005. J'ai tout un côté qui est, pour ainsi dire, paralysé. Je ne peux plus me servir du bras gauche. Pendant 18 mois, j'ai fait des séances d'orthophonie parce que je ne pouvais plus parler. Du moins, je parlais très très mal. Aujourd'hui, j'ai toujours très très mal au dos. Voilà. Et donc, maintenant, je dois vivre avec, faire avec. Quand le Vioxx est arrivé sur le marché, les laboratoires fabricants ont voulu tout de suite faire 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et donc ils ont fait une promotion absolument démesurée. Ce qui fait qu'on a eu un nombre d'accidents absolument gigantesque. Comment le Vioxx a-t-il pu se trouver un jour dans les pharmacies? Avant de vendre leurs nouveautés, les laboratoires sont pourtant censés mener des essais cliniques. C'est-à-dire étudier leur efficacité et leurs effets secondaires sur les gens. Un nouveau médicament, on le connaît très mal. Vous savez, souvent, les études cliniques qui ont été faites sur les médicaments sont des études qui, au mieux, ont duré 1 an et demi, 2 ans. Mais bien souvent, c'est beaucoup plus petit que ça. Bien souvent, les études cliniques n'ont pas duré plus de 12 semaines. Or, des médicaments qu'on sort aujourd'hui, c'est rarement des médicaments qu'on prend pendant 12 semaines. Dès l'an 2000, Prescrire, la revue médicale française qui ne vit pas de la publicité des laboratoires, doutait du Vioxx. Pour elle, Merck n'avait pas assez étudié les risques d'accident cardiaque. Pour nous, c'était prudent de ne pas se servir de ce médicament-là, de continuer à faire confiance à des plus anciens, dont on connaissait mieux les inconvénients. En 2001, les accidents cardiovasculaires sont révélés dans une étude appelée Vigor. Mais l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide qu'il est urgent d'attendre. Le Vioxx est toujours prescrit. Les risques éventuels qui apparaissent déjà dans Vigor peut-être auraient pu être explorés plus activement. Un affreux soupçon pèse sur la maison Merck. Elle aurait manipulé les résultats de ses essais cliniques. Un soupçon qui jette le doute sur l'ensemble des essais menés par les laboratoires. Aujourd'hui, il arrive que 40-50 pays soient inclus dans un essai. Mais dans ces pays,
Qui va prendre en charge le recrutement des malades et le suivi? Eh bien, on va recruter des médecins de base qui n'ont aucune qualification particulière, et chacun va suivre 2, 3, 4 malades. Et à la fin, on aura nos 2000 malades. Tout ça va être centralisé au niveau du laboratoire central de l'entreprise industrielle. Et on va traiter les résultats. Et c'est là où on sait très bien comment sont traités les résultats. À savoir que le nombre de dossiers est considérable, où on sait et on a la preuve que les résultats qui gênent, on n'en parle plus. Je vous assure que ça se passe comme ça. On n'y croit pas au début, mais c'est absolument incroyable. C'est de la prestidigitation. Le président du lobby des laboratoires, lui, ne se voit pas du tout en magicien. Il faut avoir à l'esprit que les études cliniques ne sont pas conduites n'importe comment par les entreprises pharmaceutiques. Tout est fait d'abord pour protéger les patients, ça c'est un point extrêmement important, et tout est fait également pour obtenir des données, obtenir une évaluation qui soit la plus rigoureuse, la plus scientifiquement incontestable. Sauf qu'aux États-Unis, c'est également incontestable, plus de 100 000 accidents cardiovasculaires et 30 000 morts sont imputés au Vioxx. Le laboratoire Merck prévoit 5 milliards de dollars pour indemniser les victimes. La firme a refusé de nous accorder un entretien. Pour ce qui est de la France, difficile d'obtenir des chiffres. Je pense que dire qu'environ 1000 effets indésirables peut être un chiffre raisonnable. Le bilan officiel s'élève en fait à 32 morts. Mais on ne connaîtra jamais les véritables dégâts du Vioxx. L'agence n'a pas compté, ni même suivi les victimes, comme Martine Forlini, après le retrait du Vioxx. Si je n'achète pas la presse pour le lire, personne ne m'en parle. Aucun médecin. Aussi bien où j'étais hospitalisée, on ne reconnaît même pas que c'est dû à ce médicament. Attendez, il n'y a jamais rien en France. Les structures de contrôle, de pharmacovigilance sont peu actives, quasiment secrètes. Officiellement, elles doivent mettre leur rapport, mais ce sont toujours des résumés de rapports. Et lorsque vous voulez des détails, il n'y a que les détails qui comptent pour se faire une idée. C'est pas de regarder les conclusions de la commission, c'est de regarder sur quoi elle s'est fondée pour prendre sa décision. Ça, vous ne pouvez pas les obtenir. Estomaqué par cette affaire, François Autain, sénateur et médecin, réclame une commission d'enquête sur le circuit du médicament. J'aurais souhaité effectivement une commission d'enquête, je l'ai demandé, mais j'ai le sentiment que mes collègues de la majorité sénatoriale ne souhaitaient pas qu'on pousse nos investigations trop loin. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il m'a semblé, peut-être me trompe-je. François Autain obtient quand même la mise en place d'une mission d'information dont le rapport est enterré en juin 2006, illico presto. On a appris ce dont, malheureusement, je me doutais, ce que je craignais, c'est que l'industrie pharmaceutique exerce sur la communauté médicale au sens large et les autorités sanitaires de notre pays une emprise qui, évidemment, porte atteinte à leur indépendance. Allez-y. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et... Mais aujourd'hui, avec Julieta, Amélie du laboratoire Lily ouvre... D'ailleurs, j'ai un caramel Charlotte. Traitement du diabète de type 2. Chaque année, l'industrie pharmaceutique régale les médecins au MEDEC, le salon des généralistes. Libérer la médecine de l'emprise de l'industrie, voilà en toute simplicité l'ambition du collectif de médecins indépendants de Philippe Foucras, le Formindep. En tant que président du Formindep, être filmé avec Sanofi et Aventis autour du cou, ça serait la fin de ma courte carrière de médecin indépendant. Ce grand idéaliste, qui boycotte le champagne offert par l'industrie, s'est prêté au jeu d'une visite guidée des stands. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de gens présents en fonction du stand. Ça, c'est quand même un appel important, la bouffe. Voilà, très bien. Allez, je vous donne le ciseau. Voilà, je pense. Oui, vous lui présentez. Particularité locale. La perspective de notre action est donc clairement tracée. Une fois évacuée la formalité des essais cliniques, les laboratoires commencent leur travail de VRP. Deuxième étape de la tournée, la commission d'autorisation de mise sur le marché.
L'autorisation de mise sur le marché, si on écoute bien les mots, c'est autorisation de mise sur le marché. La priorité, c'est le marché. Et la question qui est posée aux autorités administratives et par la firme, c'est est-ce que je peux aller sur le marché, me rémunérer? Eh bien, il n'est pas question sanitaire là-dedans, il n'est pas question de progrès, il n'est pas question de thérapeutique, il est question de marché. La première priorité, si je peux dire, c'est la régulation du marché et la santé des firmes pharmaceutiques, pas la santé des gens. Jusqu'à l'âge de 50 ou 55 ans, j'ai vécu dans l'illusion ou la naïveté, sans rien comprendre à l'organisation du marché des médicaments. Et il a fallu que je sois choisi pour des raisons qui ne me paraissent pas claires comme membre de la commission d'autorisation des médicaments au ministère de la Santé pour découvrir comment se passaient les choses dans les coulisses. Et je vous assure que ça a été une révélation. Alors, commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, réunion du 6 décembre. Résumé, le résumé il fait 4 lignes. Les dossiers ont été présentés. Ces dossiers en cours d'évaluation ne peuvent être rendus publics. Eh bien, comme ça, on ne risque pas de savoir grand-chose. Voilà. Les conclusions et motivations seront disponibles quand ce sera terminé. Donc, on n'a pas appris grand-chose. Genre manque de bois, c'est bien quand même. Le budget de l'agence se nourrit à 80% des taxes que lui versent les laboratoires. Un mode de financement qui, d'après le Sénat, porte atteinte à son indépendance. Dans la foulée, les rapporteurs ont épinglé l'opacité du petit monde des experts scientifiques. Cette agence n'a pas une capacité d'expertise autonome. Elle est obligée de faire appel à des concours extérieurs. Ce sont des experts qui ont des liens d'intérêt avec les laboratoires. Et très souvent, il y a des conflits d'intérêts. Il peut arriver qu'un expert se retrouve jugé parti. Désormais, la déclaration des liens d'intérêt est obligatoire et publique. Et c'est impressionnant parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines de pages. Et on voit qu'il y a beaucoup d'experts qui ont beaucoup de liens. Et souvent, l'expert examine le dossier d'un médicament ou d'une firme pour lequel il a travaillé, ou il travaille en ce moment, ou il va bientôt travailler. Mais Daniel Wittkok, président de la commission d'autorisation de mise sur le marché, veille à l'impartialité des décisions. J'ai envie de dire qu'en mon âme et conscience, depuis en tout cas que j'ai ces responsabilités à l'AMM, je vois vraiment pas de dérive et je crois que les gens devraient être rassurés là-dessus. Mais c'est normal qu'on se pose des questions. Et je trouve que la transparence actuelle lève les doutes quand même. Il y a des nuances, effectivement, entre l'intensité, le degré d'importance du conflit d'intérêts. Mais c'est très subjectif. Et on n'a pas, le citoyen de base, il n'a pas grand élément pour apprécier ça. Il est obligé de faire confiance. Et je trouve qu'actuellement, les conditions ne sont pas réunies pour avoir réellement confiance. Si on sait qu'on va discuter à la commission d'AMM d'un dossier sensible, pour lequel un des membres de la commission a lui, des conflits majeurs, enfin, pas majeurs, mais d'un haut niveau. Il n'y a pas d'énormes conflits, mais enfin, disons d'un niveau qui ne soit pas mineur. Dans ces cas-là, il ne participe pas à la commission. Il y a des fois, effectivement, quand on regarde l'ordre du jour, quand on voit les personnes qui sont là et quand on voit leurs déclarations, on se demande s'ils ont été nombreux à se réunir. Parce que si on applique strictement, il doit y avoir des fois où ils devraient sortir souvent. Consultants, chargés d'essais cliniques ou encore actionnaires, 67% des experts que consulte l'agence sont liés à l'industrie pharmaceutique. Quant aux déclarations d'intérêt des membres permanents de la commission d'AMM, si l'on a bien lu le règlement, elles sont scrupuleusement épluchées à chaque réunion. Et aucun d'entre eux n'est exempt de lien. Il n'y en a aucun qui... Non, aucun des membres titulaires, en fait, et on a à peu près toute l'industrie pharmaceutique représentée, tous les principaux laboratoires. Oui, mais parce que vous retombez, si vous voulez, encore une fois, sur... dans l'appel à candidature qui a eu lieu donc pour la dernière mandature, quelqu'un qui ne déclare aucune relation avec l'industrie, qui serait candidat. On reçoit une lettre du docteur Intel qui se porte candidat pour faire partie de l'évaluation du médicament, qui n'a aucun conflit d'intérêt. Je doute fort que ce soit quelqu'un qui connaisse l'évaluation des médicaments. Je ne vois pas au nom de quoi l'État et les patients se priveraient de la capacité d'expérimentation et de développement d'un médicament avec les personnes les plus compétentes pour le faire.
L'indépendance d'un expert est le gage de son incompétence. Tel est le credo des industriels, repris en chœur par les pouvoirs publics. Voilà acquittés d'une phrase les 1200 experts permanents et occasionnels de l'agence. Plus un expert est fréquemment consulté, ou plus il occupe un poste important, secrétaire, vice-président, etc., de ces commissions, plus il a de contrats avec l'industrie. Et on atteint un groupe d'une cinquantaine de ces 1200 qui est très intéressant puisqu'ils ont entre 10 et 51 contrats avec l'industrie. Il faut bien voir ce que représentent des sommes pareilles. Ce sont des hommes qui sont des employés, il n'y a pas d'autre nom, de l'industrie. Et il est clair que ces hommes, dont la plupart sont des universitaires de médecine, ajoutent 50% à leur salaire, mais peuvent parfaitement le doubler, ou beaucoup plus. J'ai envie de dire que la fonction d'expert, pour un acteur de l'AMM, quels que soient les groupes de travail dans lesquels il est, c'est un acte militant, parce que sur le fond, ça ne lui rapporte rien. J'avais demandé qu'au moins le président et le vice-président n'aient pas de lien d'intérêt avec les laboratoires. Je ne sais pas ce qu'il en... Enfin, je sais que cette recommandation n'a pas été retenue. Le jour où vraiment on a envie de trancher ce débat-là, on peut supprimer les experts. Mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne. Je ne crois pas qu'on puisse être libre quand on juge son employeur. Bien. Même si la question du handicap est chez Xavier Bertrand, s'il y a des questions de santé, on vous recevra volontiers. Je vous remercie, madame la ministre. Nous allons alors deux doubles styles de marche, il y en a une autre. Ah oui, bonjour, madame la ministre. La connivence entre l'agence et les laboratoires existe et porte atteinte à l'indépendance des avis qui sont rendus concernant ces médicaments. Ceci explique peut-être cela. 95% des médicaments obtiennent le feu vert. La plupart des médicaments qui sont mis sur le marché aujourd'hui sont des médicaments qui n'apportent aucune amélioration par rapport à la panoplie de la thérapeutique qui existe déjà. Troisième étape dans le parcours du combattant, enfin dans la promenade de santé des laboratoires. La Haute Autorité de Santé, ou HAS. Là, on s'interroge enfin sur le progrès que les nouveaux médicaments apportent par rapport à ceux qui existent. C'est l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu ou dans le jargon ASMR. Les médicaments sont notés de 1 pour les meilleurs à 5 pour les plus mauvais qui arrivent à la HAS, la valise presque vide. Oups. Parmi les nouveaux médicaments qui nous arrivent chaque année, à la transparence, on voit à peu près une centaine de nouveaux médicaments. Alors, on appelle nouveaux médicaments de nouvelles substances chimiques, mais ça peut être de nouvelles présentations, une forme injectable, une forme comprimée. Donc, nouveaux médicaments en général, une centaine. En effet, ceux qui représentent une vraie révolution thérapeutique se comptent sur les doigts d'une main, bien sûr. Les progrès thérapeutiques sont constants parce que le niveau d'ASMR 1 et le niveau d'ASMR 2 que vous soulignez restent constants depuis plusieurs années. Donc, ils signent la capacité de l'industrie de médicaments d'apporter en permanence de l'innovation. Une permanence de l'innovation qui stagne à 5% des médicaments évalués en 2007. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tu... Les cancres, eux, forment le gros de la classe thérapeutique avec 83% des nouveaux médicaments mis sur le marché. Alors ça, c'est préoccupant et c'est le reflet que il y a, comme on dit, une panne de l'innovation dans le domaine du médicament. C'est une industrie d'innovation. C'est une industrie de progrès, c'est une industrie de vie. On peut la voir très blanche, elle se voit comme ça, avec sincérité qui plus est. On peut la voir très noire aussi, compte tenu de tous les accidents qui se produisent et du désintérêt extraordinaire qu'elle marque pour les véritables problèmes de santé publique. Ce qui intéresse l'industrie, c'est d'avoir au moins 20 ou 25% de retour sur investissement à la fin de l'année. C'est donc la taille du marché.
Le rêve absolu de tous les laboratoires, c'est le blockbuster, ce genre de médicament jackpot et planétaire qui rapporte au moins 1 milliard de dollars par an. Comme le Plavix, du groupe français Sanofi Aventis, deuxième médicament le plus prescrit dans le monde. Vendu en France 59 € la boîte, c'est le plus cher pour la Sécu. Une bagatelle de 401 millions d'euros de remboursement en 2006. Clopidogrel, Plavix, le nom commercial c'est Plavix. C'est un médicament, comme on dit, anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire qui fluidifie le sang, pour que les plaquettes sanguines glissent un peu mieux. Là. Voilà. Alors, c'est grosso modo, c'est la même efficacité que l'aspirine, tout simplement. Clopidogrel a peut-être un petit avantage du côté digestif, c'est-à-dire un peu moins d'ennuis digestifs. Voilà. Par contre, c'est vendu beaucoup plus cher par une firme française. Plavix est un produit extrêmement innovant qui répond à un besoin médical fort, c'est d'éviter la récidive d'attaque cérébrale ou d'infarctus du myocarde chez des patients à risque et avant tout de sauver des vies. Le problème, c'est que l'aspirine fait la même chose. Et le vin fait la même chose. 2 verres de vin, c'est la même chose que le comprimé de Plavix. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui disent que Plavix, finalement, dans un grand nombre de cas, l'aspirine ferait tout aussi bien? Alors Plavix, c'est un médicament innovant qui a été développé dans un certain nombre d'études cliniques internationales. On a pu mettre en évidence la supériorité nette significative de Plavix par rapport au produit qui était le seul à exister, qui était l'aspirine. Aujourd'hui, l'État autorise un niveau de prix du Plavix 27 fois supérieur à l'aspirine. 27 fois. Le marché français, c'est 500 millions pour le Plavix. Si c'était de l'aspirine, ce serait 27 fois inférieur. La Sécurité sociale accepte de rembourser un médicament qui n'en est pas un, qui n'a aucun intérêt, à un prix 27 fois supérieur à l'aspirine. C'est magnifique. Du point de vue commercial, c'est un tour de passe-passe de génie absolu. D'autres critères entrent-ils parfois en jeu? Comme la bonne santé des entreprises françaises, par exemple. Par exemple. Mesdames et messieurs, salut Jean-François. Je voudrais remercier des grands décideurs économiques. Ça me fait plaisir notamment de retrouver Jean-François Dehecq, parce que dans l'aventure Sanofi Aventis, je crois pouvoir dire qu'on a travaillé main dans la main. Alors je vais défendre l'industrie pharmaceutique. Je veux pas la défendre, de toute façon, il n'y a que les gens bien portants qui l'attaquent. Les malades, ils sont beaucoup plus conscients de l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, alors que les journalistes, que tout le monde attaque l'industrie pharmaceutique, ça ne me paraît pas très grave. Mon objectif avec mes godasses tricolores et mes bretelles tricolores, c'était depuis le début de bâtir pour la France une industrie pharmaceutique qui soit digne de ce nom. Bon, 35 ans après, vous les députés, vous adorez venir inaugurer mes centres de recherche et mes usines. J'aimerais que vous en souveniez un peu quand vous êtes assis à l'Assemblée nationale et quand vous votez les lois. Cette question sur la préférence française, hein, je crois que c'est, pardonnez-moi, mais c'est un fantasme. C'est vraiment un fantasme. La Commission de la transparence ne se soucie absolument pas de la nationalité de la firme qui présente un produit à son évaluation. Tout le monde est là? J'ai l'impression. Bien. Allez, s'il vous plaît. Alors un jour, j'inaugurais une école. Je coupe donc un petit morceau de ruban et j'entends un morceau à un petit gamin de 6 ans qui était là et je lui dis tu mets ça dans ta poche et tu auras des bonnes notes toute l'année. Le gosse me regarde et il me fait ça c'est bien une promesse de politicien. Merci beaucoup. Comme ça on aura des bonnes notes. Et comme ça vous aurez des bonnes notes pour l'année. Voilà. Je peux pas penser que j'ai pas le moral. J'ai l'air de ne pas avoir le moral, monsieur. Si les nouveaux médicaments sont inutiles ou presque, cela ne les empêche pas de creuser le trou de la Sécu. Alors qui décide de leur prix toujours à la hausse?
c'est le comité donc économique des produits de santé. C'est donc une espèce de structure hybride qui comprend des représentants de l'État, des représentants de la sécurité sociale qui sont très très minoritaires. Et vous remarquerez que ce sont eux qui payent, mais ce ne sont pas eux qui ont finalement le dernier mot. Et c'est donc une structure qui fixe le prix du médicament après l'avoir négocié avec les laboratoires, encore que cette négociation existe que pour certains types de médicaments, parce que pour les médicaments les plus efficaces, il n'y a pas de négociation. Le prix du laboratoire est automatiquement celui du comité. Car depuis 5 ans, l'État permet aux laboratoires d'imposer leur prix pour les médicaments étiquetés ASMR 1, progrès majeur, et 2, progrès important. Mais il ne faudrait pas croire que les mauvais sont gratuits. Ils sont chers aussi. Le mot cher, ça n'a pas de sens pour le médicament. Ça n'a pas de sens. Le prix des médicaments, c'est en réalité une question de catégorie. C'est-à-dire, lorsque vous payez un sirop pour la toux, vous n'allez pas le payer très cher. Lorsque vous payez un médicament du sida, vous allez le payer plus cher. C'est comme ça. Si un nouveau médicament arrive, même s'il n'est pas meilleur que ceux qui l'ont précédé, on ne va pas lui donner le prix de l'aspirine, on lui donne le prix d'un médicament du sida. Et donc il aura une ASMR 5, c'est-à-dire pas de progrès, ou 4 s'il y a un petit progrès, et néanmoins, il coûtera 15 € par jour ou 25 € par jour, parce que c'est le genre de prix des médicaments du sida. Les médicaments sont un peu une exception dans les objets qui sont commercialisés, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre le prix des médicaments qui sont mis sur le marché et leur efficacité, au sens où ce serait le supplément d'efficacité qui justifierait une différence de prix. C'est souvent pas le cas. Et la crise de l'innovation dont tout le monde parle dans l'industrie pharmaceutique est telle qu'aujourd'hui, les sommes dépensées sont monstrueuses par rapport aux nouveaux médicaments créés. Mais je voudrais que l'on n'oublie pas que les entreprises sont des entreprises, que la recherche, que le développement d'un nouveau médicament, ça demande 800 millions d'euros, et il faut bien qu'à un moment donné, cette entreprise retrouve le retour sur ses investissements. Alors, ce qu'on pourrait dire à l'industrie pharmaceutique, c'est si vous demandez des prix qui correspondent aux investissements que vous avez faits, dans ce cadre-là, ça donnerait un droit aux consommateurs, aux usagers, au pouvoir public, de se mêler de la recherche que vous faites. Cet argument, il est un peu... je suis toujours surpris que l'industrie pharmaceutique l'emploie, parce qu'il justifierait que du coup, on se mêle de ces affaires beaucoup plus. Or, l'industrie pharmaceutique veut surtout pas qu'on se mêle de ces affaires. Et on comprend pourquoi. Voir l'histoire du Mopral du laboratoire AstraZeneca. Il était une fois un médicament fort utile contre l'ulcère et le reflux gastrique. Le Mopral. Hélas, le 14 avril 2004, à minuit 1, le brevet tombait dans le domaine public et son générique, fabriqué à l'étranger, franchissait nos frontières par camions entiers. La parade, 4 ans plus tôt, le laboratoire a lancé un nouveau médicament, presque identique au Mopral, l'Inexium. Quand les génériques déboulent, il est déjà trop tard. L'Inexium occupe tout le marché. Au fait, les stratèges du laboratoire n'ont pas voulu nous raconter leur version de cette bataille. Lorsqu'on essaie de commercialiser une molécule qu'on présente comme nouvelle, je dis qu'on présente comme nouvelle parce que presque toujours c'est la même qu'avant, c'est sa fille, sa petite-fille, sa cousine ou sa belle-sœur, comme vous voudrez, mais c'est à peu près la même chose. On sait très bien quel résultat elle va donner. À un cheveu près, ce sera un peu mieux ou un peu moins bien que la précédente. Ce que je peux dire, c'est que les règles sont simples. Lorsque les médicaments sont un peu meilleurs, c'est le cas de l'Inexium que vous avez cité, nous les payons à un prix tel que ça ne nous coûte pas plus cher que les prescriptions de l'ancien. Pas plus cher, c'est vite dit. D'accord, l'Inexium coûte moins cher à la Sécu que le Mopral. Mais en 2006, c'était le 4e médicament le plus remboursé. Avec les génériques, c'eût été forcément moins. Qu'est-ce que ça veut dire un médicament qui est générique? Ça veut dire que les brevets sont tombés, ils sont plus protégés par un brevet, donc ils appartiennent quand même à quelqu'un, ils appartiennent à la puissance publique. Or, le problème, évidemment, c'est que la puissance publique ne défend pas
ce qui lui appartient, c'est quasiment, en fait, ça fait partie quasiment du service public, un médicament générique. D'une certaine façon, oui. Oui, l'État se vole et ensuite proteste contre les prix de l'industrie pharmaceutique. La sécurité sociale finance des médicaments qui coûtent plus cher, mais qui n'ont aucune raison de remplacer des médicaments qui sont plus anciens, moins chers, et qui apportent aux malades un soulagement que ces nouveaux médicaments ne vont pas améliorer beaucoup plus. On voit bien, tout en bout de chaîne, la marge de manœuvre plus que limitée de l'assurance maladie. À part donner le taux de remboursement et rembourser, 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 même en remboursant de moins en moins bien et en déremboursant, ça fait quand même la coquette somme de 20 milliards d'euros en 2007. Aujourd'hui, les laboratoires qui sont confrontés à une crise de la recherche, puisqu'ils ne trouvent plus rien, quoi. Donc ils sont bien obligés de compenser ce tarissement de produits vraiment révolutionnaires par un effort sur le marketing. Il faut dire que les laboratoires mettent le paquet. Pour vanter leurs nouveaux produits, ils envoient aux médecins des visiteurs médicaux. En France, un généraliste voit défiler en moyenne 333 visiteurs médicaux par an. Dites 333, 333, 333. Bref, l'industrie investit 25 000 euros par toubib et par an. Rien n'est laissé au hasard. La majorité des médecins sont des hommes, les 3/4 des visiteurs médicaux sont des visiteuses. Il y a plein de médecins qui pensent sincèrement, naïvement, enfin bêtement même on peut le dire, mais qui bah oui, bah quand même, bah non, ça doit être vrai ce qu'ils disent. Enfin bon, les études de médecine n'incitent pas à l'esprit critique en France. Un visiteur médical, c'est un monsieur qui a été formé par un laboratoire autour d'un produit sur lequel il a beaucoup travaillé. On lui a appris à répondre à toutes les questions. C'est un petit dictionnaire ambulant. Les documents remis par le laboratoire sont très didactiques, raffinés, efficaces, et donc on apprend vite et on mémorise vite, plus vite que sur un texte en noir et blanc. Personnellement, je vois 15 laboratoires par semaine. Ça prend 2 heures. Ma problématique, c'est que les professionnels de santé soient aussi compétents pour décrypter l'information que l'industrie pharmaceutique l'est pour la diffuser. Alors le deuxième problème, c'est qu'ils croient qu'ils sont hyper compétents, puisqu'ils sont docteurs. Un jour, on m'a dit, mais vous avez prêté serment. Donc j'avais reçu la grâce qui permettait d'être totalement capable de pouvoir faire la part des choses entre la publicité, l'information, tout comme ça. Alors en fait, rien n'est plus faux. C'est possible que leur service marketing ait remarqué qu'en martelant le nom du produit, il sortira peut-être plus facilement. Ça, c'est possible, parce qu'il faut se méfier de leur service marketing, qui doit quand même exister, qui doit quand même être efficace. Donc, de ce côté-là, peut-être que au niveau du cerveau, il y a des trajets qui font qu'on prescrit plus peut-être. Pas sûr. Ça ne vous dérange pas d'être un maillon de cette chaîne de l'économie d'un laboratoire? Non, moi ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du produit. Si le produit est intéressant, je suis content de savoir rapidement qu'il est intéressant, de façon à l'utiliser rapidement. Et donc mon intérêt va dans le même sens que le laboratoire. Le rôle de la visite médicale, c'est un rôle d'information, d'éducation du médecin sur le produit lui-même. Le but d'un laboratoire, c'est avant tout de vendre ses médicaments. Et pour le rappeler aux médecins, rien de tel que des petites attentions. De la babiole aux 5 étoiles, le tout est d'entretenir l'amitié. Karting, golf, découverte de truffes. J'arrive même plus à me souvenir de tout ce qu'on a pu faire. En 1994, une loi interdit les cadeaux. Mais la loi ne suffit pas. L'État en remet donc une louche en 2004 avec une charte de la visite médicale. Fini les cadeaux, mais liberté totale pour un matraquage promotionnel inscrit en toutes lettres.
La visite médicale a pour objet d'assurer la promotion des médicaments et de contribuer au développement des entreprises du médicament. Je présentais personnellement un produit d'un traitement du cholestérol qui s'appelle le Taor. Il y a eu un concurrent qui est arrivé relativement récemment, 2004-2005, qui s'appelle le Crestor, d'un laboratoire concurrent, AstraZeneca. Quand ce médicament est sorti, la réaction de Pfizer a été de réunir l'ensemble des visiteurs médicaux. Avec les nous a distribué à chacun une veste de treillis. Quand la réunion a commencé, la direction, marketing, vente est arrivée en jeep et elle habillée de pied en cap en treillis. C'est vous dire, on était dans la guerre et c'était le mot utilisé. On est dans la guerre. La première victime de cette guerre, c'est l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce que je peux vous dire, c'est que je constate que l'industrie du médicament fait bien son travail. C'est que de leur point de vue, ils font bien leur travail. Et ils sont très sourcilleux sur ce qui se passe. De leur point de vue. De leur point de vue. Ce sont donc de grands professionnels. Nous souhaitons être d'aussi grands professionnels pour ce qui est de notre responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'un médicament est prescrit de manière excessive, parce qu'il peut y avoir certaines pressions, etc., nous estimons que nous aussi, nous devons bien faire notre travail. Dans ce combat de David contre Goliath, l'assurance maladie a décidé d'utiliser à son tour l'arme de la visite en cabinet, la bonne parole comme antidote au matraquage. Vous savez qu'à l'assurance maladie, il y a des praticiens conseils, ils sont 2500, et nous avons développé ce que l'on appelle des entretiens confraternels, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les médecins pour discuter avec eux de leurs prescriptions. Je crois qu'il y a 25 000 visiteurs médicaux dans notre pays, nous sommes 2500 praticiens conseils. C'est vrai qu'il y a derrière des opérations comme celle-là un problème de moyens. Car l'industrie pharmaceutique met 2 fois plus dans le marketing que dans la recherche. Résultat, l'essentiel des sources d'information des médecins provient de l'industrie. Elle concocte avec plaisir congrès et séminaires pour les toubibs. Tout comme elle se dévoue pour financer à 98% la formation continue obligatoire. Et 1,7 million de... Ça vous intéresse, la formation en ligne? Sûr. Ils sont dans une salle, on a simulé 6 médecins qui se parlent avec leur webcam. Et la Sanofi Aventis, bien sûr, c'est 100% service. Il y a rien on ne demande rien en échange. C'est pour faciliter la formation. Est-ce que vous, les professionnels, les médecins experts que vous allez mobiliser comme ça, vont dire au début, eh bien, je suis payé par Sanofi, ou je suis payé par comme ça. Il faut faire très attention. Parce que c'est la loi, oui, qui est la loi. Chaque formation sera précédée de la déclaration d'intérêt des médecins. Voilà, sans problème. Responsable de formation, intervenant dans un congrès ou même invité au journal de 20 heures, en théorie, tout médecin qui parle de médicaments en public doit déclarer ses liens d'intérêt avec l'industrie. C'est la loi. Je dois, conformément à la loi, dire que je n'ai aucun lien avec aucune entreprise de produits de santé. Aucun lien direct ou indirect qu'aucune entreprise de produits de santé. Naturellement, ai-je besoin de le dire, je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je n'ai aucun lien d'intérêt depuis une dizaine d'années avec l'industrie pharmaceutique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques ou les firmes du domaine de la santé en général. Je suis et j'ai toujours été indépendant et totalement indépendant de l'industrie pharmaceutique et d'ailleurs de toute industrie. Et d'ailleurs, autant que je l'ai pu de tout le monde. Si je ne fais pas ça, on peut porter plainte contre moi à l'ordre des médecins. J'ai des conflits d'intérêts qui sont déclarés à l'agence, et donc je peux vous les lister, Bristol, Glaxo, Merck, j'en oublie d'autres. Bon, mais ça fait partie, disons, de mon exercice. Personnellement, j'ai aucun intérêt avec l'industrie pharmaceutique, sauf des actions. L'industrie du médicament ne revendique pas l'exclusivité de la formation du médecin. Les actions de formation ne peuvent pas être des actions de promotion. Le financement doit être totalement transparent pour les médecins qui participent à cette formation. Quand l'industrie du médicament participe à faire en sorte que, effectivement, nos médecins soient présents dans les grands congrès internationaux, dans la transparence,
totalement dans la transparence, j'en suis plutôt heureux et plutôt fier. D'abord, j'ai toujours pensé que la transparence n'est rien, ce qui compte c'est la clarté. Il ne s'agit pas de laisser voir, mais il s'agit d'éclairer. Parce que les gens ne peuvent pas regarder dans toutes les directions à la fois. Donc la transparence, c'est un mauvais signe. Transparence, totalement dans la transparence. Transparent. Complètement transparente, cette campagne de sevrage tabagique, en fait financée par le laboratoire Pfizer à l'occasion du lancement du Champix, un médicament pour arrêter de fumer. Au moment où le gouvernement déclare la guerre totale à la cigarette, voilà qui tombe à pic. Mise sur le marché du Champix, février 2007, remboursement des traitements pour le sevrage tabagique, février 2007. Vous ne trouvez pas qu'il y a une concordance des temps intéressante entre ces deux événements? C'est possible, mais je ne ferai pas de commentaire sur ce point-là. Dommage, car les effets secondaires du Champix, du genre brutal, ont posé problème à l'agence du médicament dès le départ. Ces effets secondaires, Vanessa Volo peut en parler. Elle qui pensait avoir trouvé une solution radicale pour arrêter de fumer. Dès le premier jour, j'ai été assez surprise que j'avais ma mâchoire qui était un peu bloquée. Je sentais ma mâchoire se raidir. Je trouvais ça bizarre, je me suis dit bon. Et au fil et à mesure des jours, je me sentais de plus en plus fatiguée. Et puis surtout, j'ai commencé à vraiment à me sentir très déprimée, à me renfermer complètement sur moi-même. Jusqu'à un soir où j'étais chez moi et j'étais pas bien et je me disais oui, personne ne m'aime, je suis seule et abandonnée. Enfin, j'étais dans un très mauvais délire et je me suis dit la solution c'est me suicider. Et là, j'ai eu, je crois, un instinct de survie. Et je me suis dit, attends, Vanessa, ça va pas du tout. On arrête le Champix. Et j'ai arrêté le Champix immédiatement. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai commencé à me sentir mieux. Un certain nombre de personnes avaient des troubles de l'humeur lorsqu'ils étaient sous Champix. Est-ce que vous pouvez développer troubles de l'humeur? Troubles de l'humeur, c'est essentiellement des idées suicidaires ou également des actes, des tentatives de suicide. Mais il s'avère que d'une façon très significative, les fumeurs eux-mêmes ont ce type de comportement qui est supérieur aux populations courantes. J'avais déjà arrêté de fumer auparavant et bien au contraire, les fois où j'arrêtais de fumer, j'avais la super pêche. J'étais en pleine forme. Si on prend une attitude, des précautions à l'extrême en permanence, on pourra pas avancer. Quand j'ai arrêté le Champix, 2 ou 3 jours après, je me suis dit que j'avais servi de cobaye. Normalement, un médicament, c'est comme un médecin, on se repose dessus, on fait confiance. Et lorsqu'on octroie une AMM, on a vraiment fait la balance bénéfice-risque. On peut se tromper. Ça, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Non, je ne suis pas d'accord avec le rapport bénéfice-risque. J'ai pas envie de prendre de risques pour ce bénéfice-là. Depuis le début, l'agence suit attentivement le Champix avec un plan de gestion des risques dit PGR. Le but d'un PGR, confirmer ou infirmer la survenue des effets secondaires d'un médicament. Et pour le Champix, les effets psychiatriques se confirment. De plus en plus, maintenant, les médicaments pour lesquels on constate que l'évaluation n'a pas été suffisante et que normalement on ne devrait pas accorder l'autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation est malgré tout accordée par la Commission dans la mesure où cette autorisation est assortie par un plan de gestion des risques. Ça permet effectivement de déculpabiliser les membres de la Commission, mais à mon sens, ça constitue un alibi, c'est une véritable mascarade. En plus des PGR, la panoplie du service après-vente comprend des études de pharmacovigilance. Mais seule 1 sur 10 arrive à son terme. Alors que les effets secondaires, tous médicaments confondus, représentent 40 000 cas chaque année en France. Depuis son lancement en 2006, l'agence surveille aussi l'Acomplia, un médicament contre l'obésité et le diabète fabriqué par Sanofi Aventis.
Acomplia permet de réduire de façon significative le poids de ces patients et en même temps, et de façon indépendante, d'améliorer le taux de sucre dans le sang. Alors pourquoi une ASMR 4 ? C'est profondément injuste si c'était un si bon médicament. ASMR, c'est le A pour amélioration. Ouais. Amélioration par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à rien aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il n'y avait aucun médicament auquel on puisse se comparer. Ça aurait dû être une ASMR 1 alors. Les critères de l'HAS aujourd'hui pour attribuer une ASMR majeure de niveau 1 sont ceux d'une réduction de la morbimortalité, donc une réduction des morts. Ni une, ni deux, ni trois non plus. En termes d'amélioration du service médical rendu, ce médicament innovant, à 76 € la boîte, ne réduit pas les morts, mais les kilos. Il permet d'en perdre 5 en moyenne et de les reprendre immédiatement après l'arrêt du traitement. Le progrès thérapeutique donné par la Commission à ce nouveau médicament a été 4 mineur. Ça veut dire que ça marche un tout petit peu mieux que quand on ne donne rien. Il ne me paraît pas que cette évaluation soit scandaleuse. Je crois qu'elle est plutôt rigoureuse. Depuis des années pourtant, Acomplia a été précédé de sa réputation d'arme fatale contre les kilos, de pilule miracle, promise à une longue carrière de blockbuster. Acomplia va arriver, Acomplia arrive, Acomplia est là, Acomplia est dans les pharmacies, ça y est, vous pouvez l'acheter. Bon, ça a duré pendant 2 mois, un espèce de pilonnage dans toute la presse, toujours sur un argument principal, c'est fascinant, un marché d'1 milliard de dollars va s'ouvrir. Mais rien ne se passe comme prévu pour Sanofi. Dépression, angoisse, des troubles de l'humeur inquiètent l'agence américaine du médicament, la FDA. Elle refuse carrément d'autoriser l'Acomplia aux États-Unis. Bye bye le marché des obèses américains. Ce n'est pas la première fois où un médicament a son autorisation de mise sur les marchés d'un côté de l'Atlantique et pas de l'autre. Et avec des données, si vous voulez, sur le plan scientifique qui sont identiques, mais qui ont pu être analysées autrement. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments qui sont bons d'un côté de l'Atlantique et qui sont mauvais de l'autre côté? Donc, il va falloir que les autorités de santé se mettent d'accord. C'est pas possible qu'on continue dans cette situation où on a l'impression, peut-être fausse, mais on a l'impression d'un certain laxisme en Europe par rapport aux États-Unis. Pire pour Sanofi. En France, Acomplia n'est autorisé que pour une catégorie de patients extrêmement limitée, les obèses diabétiques. Adieu, blockbuster à 3 milliards de dollars. La firme essaie aujourd'hui de sauver les meubles sur un marché rikiki. Ce document interne du 14 mars 2008, révélé par le Canard enchaîné, nous informe que la première des priorités pour 2008 est de neutraliser la presse grand public. Notre volonté, c'est de rappeler qu'Acomplia n'est pas une pilule miracle, que c'est un vrai médicament sérieux avec des indications extrêmement précises et des contre-indications extrêmement précises. Les articles élogieux datent d'il y a un sacré bout de temps quand même. Décrire Acomplia comme une pilule miracle, ça n'est pas élogieux, c'est dangereux. On voit le laboratoire menacé et le dos au mur. Et aujourd'hui, il livre un combat d'arrière-garde pour défendre une molécule dont l'avenir est terminé. Elle n'a aucune chance de se remettre de ses évaluations, parce qu'à l'évidence, ces évaluations sont objectives, que ce médicament est au mieux un médicament mineur, et que c'est pas là-dessus qu'on peut construire des marchés qui se chiffrent en milliards de dollars. À défaut de fièvre créatrice, pour produire des médicaments révolutionnaires, l'industrie ne manque pas d'inventivité à but lucratif. Construire des marchés qui se chiffrent en milliards de dollars, c'est son métier. Alors, elle façonne de nouvelles maladies. D'abord, il faut que ce soit un traitement préventif, sous-entendu qui va durer toute la vie. Et pour des gens qui ne sont pas malades, dont on pense seulement qu'ils pourraient éventuellement l'être, mais avec aucune certitude. Deuxièmement, que ça s'adresse à des maladies de gens riches, dans les pays riches. On ne va pas préparer des médicaments pour la Mauritanie. Troisièmement, il faudrait viser plusieurs maladies à la fois. Parce qu'une seule, c'est tout petit. Au fond, les gens aujourd'hui ont soit plusieurs maladies, soit craignent de les avoir. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. L'idée ne date pas d'hier, le docteur Knock et avant lui Molière y avait déjà pensé. Les laboratoires présentent des processus normaux de l'existence comme des maladies, des maux rares comme des épidémies.
Face à des médias souvent réduits à l'état de caisse de résonance, ils n'ont aucun mal à transmettre leurs bonnes paroles. Un simple chagrin devient un épisode dépressif, un gamin plein de vie, un sujet atteint d'hyperactivité à potentiel criminogène. Dernier né de cette médicalisation abusive, le trouble dysphorique du lundi matin. Le trouble dysphorique du lundi matin, le TDLM, est un problème majeur de santé publique. Il est caractérisé par un ensemble de symptômes qui ont pour caractéristique de survenir durant la matinée du premier jour de la semaine. On peut retenir par exemple les symptômes suivants: un manque d'énergie, une irritabilité, un repli social, une anxiété, un ptosis bilatéral, c'est-à-dire une difficulté à relever les paupières. Le facteur de risque essentiel consiste en l'exercice d'une activité professionnelle. En l'état actuel des connaissances, le traitement repose sur l'utilisation séquentielle hebdomadaire du dextromodifinal. C'est une molécule qui a été mise au point par le groupe pharmaceutique Bugs Bread & Green, commercialisé sous le nom de Starter. Le trouble dysphorique du lundi matin, en clair la flemme du début de semaine, n'existe pas. Enfin, pas encore. Le psychiatre Jean-Paul Richier l'a façonné pour rire. On nous fait vraiment avaler n'importe quoi. France 5, avec l'Express, vous a présenté Les Médicamenteurs.